7 décembre 1941. Pearl Harbor brûle, et dans les 72 heures qui suivent, l'armée américaine fait face à un cauchemar logistique sans aucun rapport avec les cuirassés ou les avions. Partout dans le théâtre du Pacifique des Philippines, à Wake Island, les troupes américaines dorment sous des tentes en toile, qui se désagrègent sous les pluies tropicales en moins de 3 semaines. Les rapports de terrain qui arrivent au département de la guerre décrivent des dépôts d'approvisionnement entièrement inondés, des munitions détruites et des soldats hospitalisés pour pneumonie, parce que leur abri s'est littéralement effondré pendant la mousson. Les baraquements en bois traditionnels exigent des charpentiers qualifiés des semaines de construction et du bois qui n'existe tout simplement pas sur les atolls de corail isolés. La marine calcule qu'il faudrait 18 mois pour construire des logements conventionnels pour les troupes qu'il faut déployer immédiatement. À Washington, le général de brigade Eugene Raybould se tient devant une table de crise couverte de cartes météorologiques et de calendriers de construction. Ces ingénieurs présentent une équation impossible. Il leur faut des structures pouvant être fabriquées en Pennsylvanie, expédiées sur plus de 10 000 milles, à travers des eaux infestées de sous-marins, assemblés par des marines épuisées, qui n'ont jamais tenu une clé à molette et capables de résister à tout ce que le Pacifique peut leur infliger, une chaleur de 55 degrés Celsius. Des typhons de catégorie 5, des moussons déversant 38 cm de pluie en 6 heures, et la très réelle possibilité de bombardements japonais. La tente standard de l'armée coûte 12 $, mais ne dure qu'un mois dans la jungle. Un baraquement en bois coûte 8 000 $ et requiert une équipe de construction pendant 6 semaines. Aucune de ces options ne fonctionne lorsqu'il faut sauter d'île en île dans le Pacifique et loger 50 000 hommes immédiatement. Les Britanniques, qui combattent depuis plus longtemps, offrent une piste grâce à leur expérience en Afrique du Nord. Depuis 1916, ils utilisent les Nissen Huts, abris semi-circulaires en acier ondulé inventés par l'ingénieur canadien Peter Nissen pendant la Première Guerre mondiale. Ces demi-cylindres de tôle abritent 30 soldats, ne nécessitent aucune main-d'œuvre qualifiée pour être montés et résistent aux tempêtes de sable. Mais la conception Nissen présente des défauts critiques pour le déploiement dans le Pacifique. La version britannique utilise des panneaux d'acier lourd, nécessitant un équipement de levage spécialisé. Le système de ventilation fonctionne dans le désert libyen, mais transforme l'intérieur en étuve dans l'humidité des Philippines. Plus problématique encore, chaque abri exige des fondations sur mesure, soit en béton coulé, soit en plateforme de bois, ce qui ramène au problème du manque de charpentiers. L'équipe de Raybould calcule qu'il faut des abris pour 2 millions de personnes réparties sur des centaines d'îles et de bases. Les chiffres sont impitoyables. À un rythme de construction conventionnel, la guerre serait terminée avant que la moitié des soldats ne disposent d'un toit. Les troupes écrivent déjà à leurs familles pour décrire comment elles se réveillent avec leurs bottes pleines d'eau, comment des champignons poussent sur leurs uniformes pendant la nuit et comment leurs tentes s'effondrent pendant les orages, les obligeant à ramper dans la boue à 3 heures du matin. Le corps médical rapporte que les infections respiratoires hospitalisent davantage d'hommes que les combats dans certains secteurs. Il ne s'agit donc pas seulement de confort, il faut maintenir une force de combat qui ne se décompose pas avant même d'avoir vu l'ennemi. L'appel est lancé aux entreprises d'ingénierie américaines, aux départements universitaires de recherche et aux bataillons de construction de la marine. Les spécifications semblent tout droit sorties de la science-fiction. Concevoir un bâtiment pesant moins qu'une Jeep, tenant sur un seul wagon de chemin de fer, ne nécessitant aucune fondation, assemblé en une journée avec des outils basiques coûtant moins de 1 000 $ et résistant à des conditions qui détruisent les bâtiments permanents, et livrer 10 000 unités prêtes à expédier en 6 mois. Nous sommes en février 1942, et quelque part à Rhode Island, une équipe d'ingénieurs s'apprête à transformer l'impossible architectural en réalité.
Le plan des Nissen Huts arrive au Bureau of Yards and Docks de la Marine dans un geste inattendu de coopération en temps de guerre. Les ingénieurs britanniques, reconnaissants pour les fournitures américaines, partagent des dessins techniques détaillés de leurs modèles d'abri de la Première Guerre mondiale. Tunnels semi-circulaires de 4,8 mètres de large, faits de tôles ondulées fixées sur une ossature en bois. Le commandant John Philip Drosfeld étudie les spécifications et perçoit immédiatement à la fois le génie et les problèmes. Le génie la forme en arche, dévie naturellement le vent et évacue l'eau sans ingénierie complexe. Les problèmes, une liste entière de faiblesses fatales pour le Pacifique. Les abris britanniques pèsent 3 tonnes une fois démontés, nécessitent des boulons d'ancrage dans le béton et reposent sur une structure intérieure en bois qui devient un festin pour les termites dans les climats tropicaux. Drosfeld entoure en rouge les spécifications de ventilation, 2 petites fenêtres prévues pour le climat écossais transformeraient ces abris en fours à Guadalcanal, où la température moyenne atteint 37 degrés. Mais une autre voix américaine s'invite dans la conversation venue d'un domaine inattendu. Buckminster Fuller prône depuis les années 1920 l'habitat préfabriqué, bien que la plupart des architectes le considèrent comme un original. Son concept de maison d'imaction construite en usine légère, assemblée sur place, ressemble à une prophétie. En 1942, ses idées sur la production de masse des logements à la manière des automobiles, utilisant des matériaux industriels plutôt que le bois traditionnel et conçues pour un déploiement rapide, ne paraissent plus si folles lorsqu'un pays doit construire chaque mois l'équivalent d'une ville entière d'abris pour ses soldats. L'armée n'a pas directement consulté Fuller, mais ses articles publiés circulent dans les départements d'ingénierie et son idée centrale s'avère inestimable: traiter les bâtiments comme des produits manufacturés et non comme des projets de construction. La marine adopte cette philosophie dans son installation de Quonset Point à Rhode Island, une base aérienne nouvellement mise en service sur la baie de Narragansett. L'emplacement n'est pas choisi au hasard. Rhode Island possède une grande expertise en travail du métal, héritée de ses industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie, ainsi qu'une proximité avec les aciéries de Pennsylvanie et les chantiers navals, capables de traiter l'acier résistant à la corrosion marine. En mars 1942, la marine réunit une équipe inhabituelle des ingénieurs structurels de la Strand Steel Corporation, spécialisée dans les bâtiments agricoles, préfabriqués des architectes de la Georgia Fuller Construction Company, experts en méthode d'assemblage rapide, et des officiers de la marine ayant servi dans le Pacifique et sachant ce que signifie réellement résistant au typhon, au-delà des rapports techniques. Le chef d'équipe, Otto Brandenburger, apporte une expérience en bâtiment agricole qui s'avère parfaitement adaptée à ce problème. Ces granges en acier Strand utilisent des panneaux arqués autoportants, sans ossature interne, donc pas de bois pour nourrir les termites, ni de charpente complexe risquant de céder pendant les tempêtes. Sa proposition radicale, éliminer totalement le squelette en bois des Nissen Huts et faire porter toutes les charges à la peau d'acier ondulé. Cette idée viole les principes architecturaux de 1942, où l'acier sert aux ponts et aux gratte-ciel, pas aux bâtiments autoportants. Mais Brandenburger sait que ces granges ont survécu à des tornades du Midwest sans ossature interne, et il parie que le même principe peut s'appliquer à plus grande échelle. Les Britanniques apportent un élément crucial, tiré de leur expérience douloureuse. Leurs Nissen U, utilisés en Birmanie et à Singapour, leur ont appris comment les environnements tropicaux détruisent les bâtiments. Les champignons ne sont pas un simple désagrément esthétique. Ils dévorent littéralement les peintures et les traitements du bois en quelques mois. L'humidité ne se contente pas d'humidifier. Elle corrode les fixations métalliques jusqu'à ce que les toits s'effondrent. Les insectes ne sont pas seulement agaçants. Les fourmis charpentières transforment les ais, poutres en bois, en coquilles vides en une saison. Les rapports britanniques ressemblent à des récits d'horreur.
Mais ils offrent à l'équipe de Quonset une liste précise de tout ce qu'il faut éliminer dès la conception, aucun bois en contact avec le sol, tout en acier galvanisé, à chaud plutôt que simplement peint, ventilation suffisamment agressive pour éviter la condensation et chaque fixation accessible, sans devoir démonter la structure entière. En avril 1942, la vision hybride se cristallise. Reprendre la géométrie. En arche géniale du Nissenhut, éliminer tout ce qui le rend lourd ou vulnérable. Y ajouter la philosophie de production en série de Fuller et la puissance industrielle de l'acier américain, puis concevoir chaque détail pour résister à l'enfer spécifique de la guerre dans les îles du Pacifique. Le 15 avril 1942. Otto Brandenburger entre dans un entrepôt de Quonset Point avec 30 ingénieurs et un délai si irréaliste qu'il en serait risible. Si la situation de guerre n'était pas si désespérée, 60 jours pour concevoir, prototyper, tester et approuver un tout nouveau système de bâtiment qui n'existe pas encore. L'équipe travaille par roulement jour et nuit, dormant sur des couchettes poussées contre les murs, se nourrissant de café de cantine et de la pression écrasante qui engendre soit le génie, soit l'effondrement total. Brandenburger divise son équipe en groupes spécialisés. L'un s'occupe de l'aérodynamique et des charges structurelles. Un autre étudie comment imbriquer les composants pour le transport. Un troisième travaille exclusivement sur le problème des joints et des fixations qui avaient miné le modèle britannique. La première décision radicale intervient dès le 3e jour. Les plans architecturaux traditionnels prennent des semaines à produire. Or, l'équipe n'a pas de semaine. Elle décide donc de construire en temps réel, esquisser un détail, le matin le faire fabriquer dans l'atelier métallurgique. L'après-midi, le tester la nuit et le corriger à l'aube. Cette méthode de prototypage itératif est banale en 2025, mais révolutionnaire en 1942, quand les bâtiments étaient entièrement dessinés sur papier avant la première découpe. Le sol de l'entrepôt devient un véritable laboratoire, jonché d'essais de joints ratés, de panneaux pliés et de versions de plus en plus perfectionnées de chaque composant. Les ingénieurs empruntent une technique à l'industrie aéronautique. Chaque pièce reçoit un numéro, chaque révision est documentée et rien ne passe à la génération suivante, sans avoir corrigé les défauts précédents. Les dimensions résultent d'une logique implacablement pratique, plutôt que d'un choix esthétique. 4-8 mètres de large. La largeur maximale, pouvant tenir sur un wagon ferroviaire standard sans permise spéciale. 6 mètres de long par section, assez court pour que 4 hommes puissent soulever un panneau, mais assez long pour offrir un espace intérieur utilisable. 14. 6 mètres de longueur totale. Une fois assemblé, pouvant loger 36 hommes avec couchette ou être transformés en bureau, infirmerie ou dépôt. L'équipe de Quonset découvre que ces proportions représentent un point d'équilibre parfait. Plus petit, on gaspille de la capacité d'expédition. Plus grand, les panneaux deviennent trop lourds pour un montage sur le terrain, où l'arche exige des supports internes, réintroduisant les problèmes qu'il cherchait à éliminer. Le calcul du rayon de l'arche consomme 2 semaines entières sur les 60 du délai trop plate. La structure serait arrachée par le vent comme une boîte de sardines. Trop pentue, on perd de l'espace intérieur et on complique la géométrie des parois d'extrémité. L'équipe de Brandenburger opte pour un rayon de 2-4 mètres, un demi-cercle parfait, offrant 2,1 mètres de hauteur libre sur les côtés et créant ce que les ingénieurs structurels appellent une arche autostable. L'acier ondulé conserve naturellement cette courbure, ce qui permet d'utiliser des panneaux plus minces et plus légers, sans sacrifier la résistance. Les calculs de charge montrent que ce design peut théoriquement supporter 195 kg de neige par mètre carré et des vents dépassant 160 km/h. Mais les calculs théoriques et les typhons du Pacifique sont deux réalités très différentes.
Au 40e jour, ils obtiennent enfin quelque chose qui semble fonctionner, une sorte de monstre de Frankenstein fait de panneaux rivetés, de joints expérimentaux et de pièces empruntées. Le premier prototype complet est assemblé le 25 mai 1942 par 6 marins ayant reçu 4 heures d'instruction et munis d'outils manuels de base. Temps d'assemblage, 14 heures encourageant mais pas encore suffisant. La marine exige une construction en une seule journée, car le calendrier des débarquements ne permet pas de projet de plusieurs jours. L'équipe identifie immédiatement le goulet d'étranglement, le plancher. Ils avaient tenté d'inclure un plancher en bois dans le kit, mais c'est la partie la plus lente à monter et la première à pourrir sous climat tropical. La solution d'une élégance radicale consiste à supprimer entièrement le plancher du design de base. L'abri repose directement sur le sol corail-sable-terre ou avec un peu de chance gravier. Pour les applications nécessitant un sol fini, celui-ci pourra être ajouté ultérieurement. Mais l'abri de base assure une protection contre les intempéries sans cela. Cette décision unique réduit le temps d'assemblage à 8 heures et allège chaque unité de 540 kg. Le 10 juin 1942, le prototype final est achevé. 96 panneaux d'acier ondulés, chacun pesant moins de 23 kg boulonnés ensemble, pour créer un espace clos de 67 mm². Coût total des matériaux, 1 394 $. Poids total, 4 tonnes. Le véritable test commence alors, le prototype de Quonset affronte l'équivalent d'un interrogatoire d'ingénierie. Les ingénieurs de la marine arrivent avec des tableaux de charge au vent, des données de typhons provenant de stations météorologiques du Pacifique, et un scepticisme certain quant à la capacité de ce tunnel d'acier ondulé à survivre à ce que la nature réserve aux îles tropicales. Les chiffres utilisés ne sont pas théoriques. Le typhon Gloria a frappé Guam en novembre 1940 avec des vents soutenus de 225 km/h et des rafales atteignant 290 km/h. L'ouragan du Labor Day de 1935, qui tua 400 personnes dans les Keys de Floride, généra des vents si puissants qu'ils décapèrent la peinture des bâtiments et projetèrent des planches de bois à travers des palmiers comme des lances. Si les Quonset Huts échouent sous la tempête, les conséquences ne seraient pas seulement matérielles, des soldats morts, du matériel détruit. L'équipe de Brandenburger commence par les bases physiques, expliquant pourquoi la forme en arche fonctionne. Lorsqu'un vent frappe un mur plat, il exerce ce qu'on appelle un coefficient de pression. La force maximale s'applique directement sur la surface. Une surface courbe, au contraire, dévie le vent vers le haut et autour, réduisant cette pression de manière drastique, comme l'eau qui contourne un galet, plutôt que de heurter un barrage. Le profil semi-circulaire du Quonset permet donc au vent d'ouragan de glisser sur la structure au lieu de la traverser. Les ondulations ajoutent une seconde couche de génie. Ces nervures longitudinales confèrent une rigidité structurelle. Comme le pli d'une feuille de papier la rend plus solide que si elle restait plate. Chaque ondulation agit comme une minuscule poutre en I, résistant aux forces de flexion qui écraseraient une tôle lisse. Les calculs deviennent fascinants lorsque l'on étudie la distribution des charges dans l'arche. Dans un bâtiment rectangulaire, le toit pousse sur les murs sur les fondations, et tout dépend de ces lignes verticales de charge. Le vent peut littéralement arracher les toits, car ceux-ci ne font que reposer sur les murs. L'arche Quonset change tout, c'est une courbe continue, où chaque panneau partage la charge avec son voisin. Les ingénieurs appellent cela un anneau de compression, le même principe qui maintient debout les ponts en pierre, depuis des siècles sans mortier. Les efforts de traction, qui tendent à écarter la base de l'arche, sont absorbés par le sol lui-même. Chaque panneau Quonset est boulonné à son voisin par des boulons d'acier de 19 mm espacés tous les 15 cm, créant ainsi l'équivalent d'un câble d'acier de 15 mètres, formant une arche. Mais la force théorique ne vaut rien sans test réel. La marine met donc en place des expériences de validation
proche de la torture. Ils construisent un Quonset grandeur nature à Davisville, Rhode Island, et l'instrumentent avec des jauges de contrainte, des capteurs de pression et des mètres de déflexion. Puis, ils attendent la première grande tempête du Nord-Est. Le 3 mars 1943, une tempête frappe avec des vents de 115 km/h et une lourde charge de neige des conditions parfaites. Les instruments enregistrent une flexion de moins de 5 cm au sommet, puis la structure revient à sa forme initiale lorsque le vent tombe. Les joints tiennent, rien ne fuit. La structure se comporte exactement comme les calculs l'avaient prévu, à la fois exaltant et terrifiant, car cela signifie qu'on s'apprête à miser des milliers de vies sur ce design. Les tests en environnement tropical s'avèrent plus difficiles encore que ceux sur les charges de vent. On ne peut pas simuler des années de conditions tropicales dans un entrepôt du Rhode Island. La marine envoie donc une unité de test dans la zone du canal de Panama, où l'humidité moyenne atteint 85% toute l'année et la température reste supérieure à 27 degrés Fahrenheit. 6 mois plus tard, le rapport revient « corrosion minimale sur les panneaux galvanisés, aucune dégradation structurelle, mais de graves problèmes de condensation intérieure. Lorsque l'air chaud et humide touche l'acier plus froid durant la nuit, l'eau tombe littéralement du plafond à l'intérieur de l'abri. La solution exige l'ajout de persiennes de ventilation à chaque extrémité et le long du faîte du toit des ouvertures, permettant à l'air chaud de s'échapper et de créer une circulation sans compromettre la solidité ou l'étanchéité de la structure. Ces évents ajoutent 47 $ au coût unitaire, mais transforme la hutte d'une sauna d'acier en un abri réellement habitable sous la chaleur tropicale. Le dernier défi d'ingénierie concerne la fondation. Comment ancrer un bâtiment de 4 tonnes sur du sable meuble ou du corail sans couler de béton? La réponse vient de la technologie des tentes, adaptée à grande échelle des piquets en acier enfoncés dans le sol, reliés à la base de la hutte par des câbles de tension réglables. Pour les sols plus durs, l'équipe conçoit un système de boulonnage, permettant de fixer l'abri directement sur des traverses en bois ou des plaques d'acier perforées. La beauté de ce système réside dans sa souplesse. La structure peut légèrement fléchir avec les mouvements du sol sans se déchirer. En juin 1942, le War Production Board approuve la production industrielle des Quonset huts. Ce qui suit est un exemple spectaculaire de la capacité industrielle américaine à son apogée. La marine passe contrat avec 10 grands fabricants d'acier du Midwest et du Nord-Est. Des entreprises qui fabriquaient encore des silos à grains ou des réservoirs d'eau 6 mois plus tôt se reconvertissent pour produire des abris militaires. La Strand Steel Corporation transforme son usine de Penrose près de Philadelphie en site entièrement dédié à la production de Quonset. La Georgia Fuller Construction Company reprend une ancienne usine de pièces automobiles à Chicago. Great Lakes Steel consacre 2 laminoirs entiers à la fabrication exclusive de panneaux ondulés. En août 1942, ces usines produisent collectivement 1500 abris complets par semaine, un chiffre en constante augmentation. Le processus de fabrication s'inspire largement des chaînes de montage automobiles. De gigantesques bobines d'acier arrivent par train chacune large, de 1-2 mètres fournit assez de métal pour 30 panneaux. Les machines à laminer transforment la tôle plate en acier ondulé, créant des nervures espacées exactement de 6008 cm. Ce processus de profilage écrouille l'acier, le rendant plus résistant que la tôle d'origine. Ensuite, les panneaux passent dans des cuves de galvanisation plongées dans du zinc fondu à 450 degrés éclair. Ce revêtement n'est pas une peinture, c'est une liaison métallurgique qui se sacrifie à la corrosion avant que l'acier sous-jacent ne rouille. Dans l'air salin du Pacifique, cette galvanisation fait la différence entre une durée de vie de 5 ans et de 50 ans. Le procédé ajoute 112 $ au coût de chaque unité, mais devient incontournable, après que les rapports de terrain ont montré que l'acier non galvanisé se perforait en 8 mois.
Chaque kit complet de hutte est emballé avec une attention obsessionnelle à la logistique d'expédition. Les 96 panneaux ondulés s'emboîtent les uns dans les autres comme des bols empilés, réduisant la hauteur de l'ensemble de 2,4 mètres à seulement 36 centimètres. Les murs d'extrémité en contreplaqué, avec des découpes préfabriquées pour les portes et fenêtres, sont rangés à plat entre les panneaux d'acier. Tous les boulons et fixations sont regroupés dans une caisse en bois, contenant des instructions illustrées conçues pour des hommes ne parlant pas nécessairement anglais. L'ensemble du kit tient sur un wagon plat standard de 12 mètres de long. Cette densité d'emballage est cruciale. Chaque train en direction des ports de la côte ouest transporte soit des Quonset huts, soit des munitions, de la nourriture ou des véhicules. Aucun espace ne peut être gaspillé. La chorégraphie logistique devient frénétique. Des trains quittent Philadelphie et Chicago chaque jour pour San Francisco, San Diego et Seattle, où des Liberty Ships et d'autres cargos spécialisés attendent à quai. Les dockers chargent les abris complets dans les cales à l'aide des mêmes grues utilisées pour les chars et l'artillerie. Un seul Liberty Ship peut transporter 200 Quonset huts et leur matériel d'assemblage soit de quoi abriter 7200 hommes. L'administration du transport maritime suit chaque manifeste, car ces structures ne sont pas de simples bâtiments. Ce sont des actifs stratégiques. Une hutte expédiée à Guadalcanal en septembre peut loger une escadrille de bombardiers dès octobre. La différence entre des avions opérationnels et des pilotes dormant dans la boue. Mais c'est sur le terrain que le génie du design Quonset se révèle pleinement. Les bataillons de construction de la marine. Les célèbres Seabees mettent au point des procédures standardisées, transformant le montage en une opération chorégraphiée. Une équipe de 6 hommes, 8 heures. Un abri prêt à l'emploi. L'opération commence par la préparation du site, niveler le sol, enlever la végétation, poser une couche de gravier si disponible. 2 hommes s'occupent des murs d'extrémité, tandis que 4 manipulent les panneaux d'acier. Les panneaux se chevauchent de 15 à 501 et se fixent avec des boulons de 19 mm. Aucun soudage requis, aucun béton nécessaire. Aucune compétence spécialisée, demandez seulement des clés, un niveau et la discipline de suivre les schémas illustrés. Le record de vitesse est établi à Espiritu Santo en janvier 1943. Une équipe spécialement formée érige un abri complet en 4 heures et 17 minutes. Mais au-delà de cet exploit, le véritable triomphe réside dans la production soutenue sur des centaines d'îles. Les équipes montent 5 ou 6 huttes par jour, jour après jour, construisant des bases entières, plus vite que les Japonais ne peuvent les bombarder. En décembre 1943, la production mensuelle atteint 8000 unités. Le réseau logistique fonctionne avec une telle efficacité que des huttes commandées en Pennsylvanie parviennent jusqu'en Nouvelle-Guinée en 40 jours, traversées océaniques comprises. Les chiffres du coût racontent à eux seuls l'histoire d'une victoire industrielle. Chaque Quonset hut abrite 36 hommes pour un coût de 1 394 $ en matériaux et environ 60 heures de travail pour l'assemblage. À titre de comparaison, un baraquement traditionnel exige 12 000 $ de matériaux, 400 heures de charpenterie qualifiée et 6 semaines de construction. Le Quonset offre donc un abri à un dixième du coût et en un 120e du temps. À mi-1944, l'armée américaine a déployé plus de 160 000 unités sur tous les théâtres d'opération, une capacité d'hébergement pour près de 6 millions d'hommes, construite en moins de 2 ans. Guadalcanal, août 1942. Les premières huttes Quonset déployées au combat arrivent sur une plage où la température atteint 35 degrés Celsius, avec 90% d'humidité. Les bombardiers japonais survolent quotidiennement la zone, cratérisant tout ce qui ressemble à une installation américaine. Les ingénieurs des Marines déchargent les panneaux d'acier à plat sous un feu d'artillerie intermittent et commencent à les boulonner dans une cocotteraie encore marquée par les bombardements de la semaine précédente.
En 12 heures, Henderson Field dispose de 10 nouvelles structures, abritant les équipes de maintenance des F-4F Wildcats épuisées. Le véritable test survient 3 jours plus tard. Un bombardement japonais frôle une hutte remplie de mécaniciens d'aviation. Une bombe de 225 kg explose à 40 mètres. L'onde de choc rase les palmiers alentours et réduit les tentes en toile en lambeaux, mais la Quonset plie sans rompre. La terre et les éclats ricochent sur l'acier ondulé, et lorsque la fumée se dissipe, la structure est encore debout. Chaque homme à l'intérieur est secoué, mais vivant. La jungle se révèle aussi hostile que l'ennemi. En 2 semaines, des traînées de rouille rouge apparaissent sur toutes les fixations non galvanisées. L'air salin ronge les pièces standards comme de l'acide. Des champignons recouvrent chaque surface humide, transformant l'intérieur en une galerie d'art abstrait de moisissures noires et vertes. Les persiennes de ventilation, jugées suffisantes lors des tests au Rhode Island, brassent à peine l'air suffocant. Les Marines commencent à laisser les portes ouvertes en permanence et à découper de nouveaux orifices d'aération avec des cisailles à tôle violant les spécifications structurelles, mais rendant les huttes habitables. Ces modifications de terrain sont soigneusement notées et renvoyées à Quonset Point où les ingénieurs les intègrent dans les séries suivantes. Plus de ventilation des persiennes élargies et chaque fixation galvanisée, quel que soit son emplacement. Iwo Jima, février 1945. L'île volcanique offre un enfer d'un autre genre sable noir abrasif, s'infiltrant partout, absence de sol stable pour ancrer les piquets et menace constante de l'artillerie du mont Suribachi. Les Seabees débarquent 2 jours après le D-Day et commencent à assembler les huttes Quonset sous le feu boulonnant les panneaux, tandis que des obus tombent à moins de 200 mètres. Le sable volcanique rend impossible l'ancrage classique. Les équipes improvisent. Elles remplissent des fûts d'huile vide de sable, reliés par des câbles aux bases des huttes. Quand un typhon du Pacifique frappe en mars, avec des vents de 175 km/h, ces ancres improvisées tiennent bon tandis que les structures en bois de l'île disparaissent en éclats. Le rapport du commandant de base à Pearl Harbor est lapidaire. Quonset Hut intacte, tout le reste détruit. L'environnement arctique met le design à l'épreuve inverse. Durant la campagne des îles Aléoutiennes, en Alaska, les Quonset Huts sont déployés à Dutch Harbor et à Dak, où la température chute à 40 degrés Celsius et les vents dépassent régulièrement 160 km/h. Le froid rend l'acier cassant, et les premiers modèles voient par leurs panneaux fissurés au niveau des boulons. Les ingénieurs réagissent, ils prescrivent un acier laminé à froid adapté à la métallurgie arctique et ajoutent des joints en caoutchouc pour préserver la flexibilité. Le chauffage des huttes pose de nouveaux problèmes. L'air chaud rencontrant l'acier gelé crée une condensation qui pleut littéralement à l'intérieur jusqu'à ce que les équipages installent des couvertures isolantes et maintiennent la ventilation même par température négative. Dès l'hiver 1943, les modèles climatisés comprennent une isolation interne, une double paroi pour les zones de froid extrêmes et des systèmes de ventilation modifiés empêchant les pertes de chaleur tout en maîtrisant l'humidité. L'Afrique du Nord et l'Italie apportent d'autres défis. À Palerme, Sicile, une Quonset Hut, utilisée comme dépôt de munitions, reçoit un coup direct d'un obus allemand de 90 lettres-mètres. Le projectile perce la tôle, explose parmi les caisses de munitions légères. La déflagration aurait dû pulvériser la structure. Pourtant, la forme arquée canalise la force de l'explosion vers l'extérieur, à travers les murs, et le toit laissant la structure tordue, mais encore debout. Les équipes du déminage observent que tout bâtiment rectangulaire se serait effondré, piégeant les hommes sous des tonnes de débris. La force intrinsèque de l'arche. Cet effet d'anneau de compression empêche toute rupture totale, même en cas de dégâts catastrophiques. La saison des typhons du Pacifique en 1944 apporte le test ultime.
Le super typhon Cobra frappe les Philippines en décembre avec des vents de 225 km/h et une vague de tempête de 6 mètres. À Tacloban, la tempête détruit 80% des structures de la base. Les bâtiments en bois explosent en éclats. Les constructions en béton s'effondrent lorsque le vent sape leurs fondations. Mais sur les 43 huttes, 7 du site 39 survivent intactes et les 4 restantes ne subissent que des dommages réparables. Les panneaux sont tordus, les coutures déchirées, mais aucune hutte n'a totalement cédé. Les ingénieurs analysant les survivantes constatent que l'ancrage au sol est le facteur le plus déterminant. Celles correctement fixées résistent à la tempête, tandis que celles mal attachées ou improvisées roulent comme des herbes sèches dans le vent. À la fin de la guerre, les données de performance recueillies sur 50 zones de combat alimentent une amélioration continue du design. Les modèles de 1945 n'ont presque plus rien à voir avec les prototypes de 1942. Meilleure ventilation, fixation, plus solides options d'isolation renforcées et modifications testées sur le terrain qui transforment un bon concept en chef-d'œuvre d'ingénierie. Le 8 mai 1945, c'est la victoire en Europe. Le 15 août 1945, la victoire sur le Japon. Soudain, l'armée américaine possède environ 170 000 huttes Quonset, réparties sur 6 continents, et ne sait absolument pas quoi en faire. Le plan initial prévoyait qu'elles soient des solutions temporaires, vouées à être démantelées ou abandonnées une fois les installations permanentes construites. Mais un phénomène inattendu se produit. Personne ne veut s'en débarrasser. Sur des centaines de bases destinées à la fermeture ou à la réduction d'effectifs, les commandants regardent leurs huttes non pas comme des reliques de guerre, mais comme des bâtiments parfaitement fonctionnels, gratuits à entretenir et facilement réutilisables pour n'importe quel usage. L'administration des biens de guerre chargée de liquider le surplus militaire fait face à un problème inédit, la demande dépasse l'offre. Les anciens combattants rentrant au pays découvrent une crise du logement si grave que des familles vivent dans des poulaillers reconvertis ou partagent des appartements avec 3 autres foyers. L'industrie de la construction privée de matériaux et de main-d'œuvre pendant 4 ans ne peut bâtir assez vite. C'est alors que la Quonset Hut entre en scène proposée à la vente civile, à prix de liquidation de 1 000 à 2 500 $ pour une structure complète qui coûterait 8 000 $ à construire de façon conventionnelle, si tant est qu'on trouve encore des entrepreneurs disponibles. Le gouvernement fédéral encourage activement cette reconversion à travers des programmes réservant la priorité aux anciens combattants. À la fin de 1946, des lotissements suburbains entiers, faits de huttes Quonset, apparaissent autour de chaque grande ville. Le Roger Young Village de Los Angeles abrite 750 familles dans des abris militaires reconvertis. Des quartiers surnommés Vetville se développent près des universités, où le GI Bill envoie des milliers d'étudiants à la recherche urgente de logements. L'adaptation architecturale devient vite créative. Les familles ajoutent des façades en bois aux extrémités courbes, transformant les structures en cottages excentriques, plutôt qu'en surplus militaires. À l'intérieur des cloisons, divisent l'espace ouvert en chambres, salons et cuisine. On découpe des fenêtres dans les parois d'acier, défiant tous les principes structurels, mais rendant enfin les lieux vivables. Certains vont plus loin, ils enterrent la moitié de la hutte pour créer une isolation naturelle, ou relient plusieurs unités bout à bout pour former de véritables maisons compound. Les inspecteurs et les services d'urbanisme rechignent d'abord à approuver ces bricolages, mais la pénurie est telle que les municipalités finissent par accorder des permis à contre-cœur. À Portland, un quartier entier appelé Fairview Addition compte 350 maisons Quonset. Les habitants y plantent des jardins, peignent leurs murs d'acier en couleurs vives et construisent des porches traditionnels pour dissimuler les origines utilitaires de leur demeure. Les églises découvrent à leur tour que ces huttes résolvent un autre problème.
offrir des espaces de culte à des banlieues en pleine explosion sans devoir attendre des campagnes de financement de 10 ans. La First Presbyterian Church de Leavenworth, Pennsylvanie, célèbre ses offices dans une Quonset hut de 1952 à 1967 avant de pouvoir financer un sanctuaire permanent. Des douzaines de congrégations font le même calcul, 2500 $, pour prier dès demain, valent mieux que 150 000 pour prier dans 10 ans. Les acoustiques sont médiocres, l'esthétique banale. Mais les fidèles peuvent se réunir le mois prochain au lieu d'attendre la décennie suivante. Certaines de ces églises temporaires resteront en service pendant 30 ans, survivant aux générations qui les avaient considérées comme des solutions provisoires. Le secteur éducatif suit le mouvement. L'explosion des naissances d'après-guerre remplit les écoles et les districts scolaires se heurtent à la même équation impossible que l'armée. En 1942, il faut des salles de classe immédiatement, alors qu'une école traditionnelle exige des années de construction. Les zones rurales adoptent massivement les classes Quonset, une seule hutte accueille 30 élèves pour un coût 10 fois inférieur à une construction classique. En 1950, on estime que 3000 écoles américaines possèdent au moins une salle de classe Quonset. Des enfants apprennent ainsi les tables de multiplication et l'histoire sous des plafonds arrondis qui, quelques années plus tôt, abritèrent les équipages de B-29 dans le Pacifique. Le secteur commercial s'y met également. Les petites entreprises, ateliers, mécaniques, garages, entrepôts, exploitations agricoles comprennent vite qu'une hutte Quonset offre un espace dégagé, sans colonnes intérieures, idéal pour le travail industriel. Un soudeur peut ouvrir son atelier dans une hutte de surplus pour moins de 2 mois de loyer d'un local classique. L'usage agricole devient particulièrement populaire. La Strand Steel Corporation, qui avait participé à la conception militaire, reprend la production de versions civiles, spécialement destinées aux fermiers. Des milliers de fermes du Midwest ajoutent alors des bâtiments Quonset pour entreposer le grain, les outils agricoles ou abriter le bétail. Les besoins d'entretien sont minimes, laver l'extérieur une fois par an, vérifier les boulons de temps à autre, et la structure dure indéfiniment. Cette adoption civile crée un héritage architectural involontaire. Les huttes Quonset s'intègrent dans la culture visuelle américaine comme symbole du pragmatisme sur le paraître de la fonction, sur la forme et de l'ingéniosité du système D. Elles apparaissent dans les films, les séries et les photographies comme une abréviation visuelle de l'optimisme d'après-guerre mêlée à la sobriété. Les historiens de l'architecture les méprisent d'abord comme des verrues temporaires. Mais dans les années 1990, les préservationnistes commencent à reconnaître les huttes survivantes comme des exemples importants de réutilisation adaptative et d'architecture vernaculaire. Plusieurs obtiennent le statut de monument historique, protégés en tant que témoins uniques du moment où la technologie militaire a su se transformer en solution civile. Les zones sinistrées modernes illustrent parfaitement pourquoi l'ADN des Quonset Huts continue de réapparaître dans les réponses humanitaires du 21e siècle. Lorsque le tremblement de terre de 2010 en Haïti dévaste Port-au-Prince, les organisations humanitaires font face à la même équation que les planificateurs militaires américains de 1942, offrir un abri immédiat à des centaines de milliers de personnes, déplacées sans infrastructure, existantes sans temps pour la construction traditionnelle, et dans des conditions qui détruisent les logements temporaires inadéquats en quelques mois. La solution qui émerge s'inspire directement des principes Quonset, même si les concepteurs ignorent souvent qu'ils réutilisent une invention militaire des années 1940. Charpente arquée en acier panneaux métalliques, ondulés éléments préfabriqués, expédiés à plat et montés rapidement. La formule de base n'a pas changé, parce que la physique et la logistique n'ont pas changé.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés utilise aujourd'hui des systèmes d'abri appelés RHU, Refugee Housing Units, qui sont essentiellement des Quonset huts, avec 80 ans d'amélioration en sciences des matériaux. Au lieu d'acier ondulé, ils utilisent des panneaux composites isolés. Au lieu de boulons, des systèmes d'emboîtement rapide. Mais le concept central reste identique. Profil courbe pour l'efficacité structurelle et la résistance au vent arche autoportante. Sans ossature interne, transport à plat pour acheminer en masse vers des zones isolées et montage par une main-d'œuvre non qualifiée avec des outils rudimentaires. 2 personnes peuvent ériger un RHU moderne en 4 heures, soit exactement le rythme des spécifications Quonset de 1942. Ces unités abritent actuellement plus de 200 000 réfugiés à travers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. La construction anti-ouragan redécouvre elle aussi la géométrie arquée après des décennies de bâtiments rectangulaires que les tempêtes anéantissent à répétition. Après l'ouragan Katrina qui dévasta la côte du Golfe en 2005, les ingénieurs ont étudié les bâtiments qui avaient survécu. Les structures courbes ont systématiquement mieux résisté que les rectangulaires. Sur la côte du Mississippi, des quartiers entiers de maisons traditionnelles furent réduits à leur fondation, tandis que quelques bâtiments métalliques de style Quonset restaient debout, légèrement endommagés seulement. Ces observations empiriques ont déclenché des recherches dans ce que les ingénieurs appellent désormais l'architecture aérodynamique, qui consiste à concevoir des bâtiments travaillant avec les forces du vent plutôt que contre elles. Le résultat: des structures qui ressemblent étrangement à des Quonset huts parce que les lois de la physique n'ont pas changé depuis 1942. Un vent glissant sur une courbe crée moins de pression qu'un vent heurtant une surface plane. Le mouvement des tiny houses réinvente sans le savoir les principes Quonset. En cherchant à maximiser l'espace intérieur avec un minimum de matériaux et de coûts, plusieurs entreprises fabriquent désormais des cabanes préfabriquées à toit arqué, utilisant le même métal ondulé et la même arche autoportante qu'Otto Brandenburger avait conçue. Ces habitations séduisent ceux qui recherchent un logement abordable, résistant aux catastrophes ou autonome hors réseau. Le marketing met en avant la durabilité et le design moderne, sans mentionner que leur architecture fondamentale provient d'un abri militaire de la Seconde Guerre mondiale. Certaines agences d'architecture haut de gamme réhabilitent même cette esthétique, concevant des versions de luxe avec murs vitrés du sol au plafond, et finition haut de gamme, vendu 300 $ le pied carré, tout en conservant le profil courbe emblématique. L'arche est passée du statut de nécessité utilitaire à celui de déclaration esthétique. Les applications militaires, elles, n'ont jamais cessé. Les forces armées américaines utilisent encore des abris de style arqué dans les zones de conflit. En Afghanistan, en Irak et dans des sites classifiés, on trouve les descendants directs des Quonset originaux. Les spécifications modernes exigent des unités transportables par hélicoptère montable en conditions de combat capables de résister aux explosions d'EEI. Les matériaux ont évolué, structures en alliage d'aluminium panneau renforcé, de Kevlar système de climatisation intégré. Pourtant, si l'on montrait à l'équipe de Quonset Point de 1942 un abri déployable de 2025, elle reconnaîtrait immédiatement sa propre philosophie de conception, l'innovation récente. Des versions extensibles qui se déploient à partir de conteneurs maritimes, se dépliant comme de l'origami et se verrouillant en structures arquées rigides en moins d'1 heure. Et l'argument économique qui justifiait les Quonset huts en 1942 reste aussi valable aujourd'hui, lorsqu'une catastrophe frappe ou qu'un déploiement rapide est nécessaire. Aucune construction conventionnelle ne peut rivaliser en vitesse ou en coût. Un abri arqué moderne, conçu selon les principes d'ingénierie contemporains, offre aujourd'hui une protection complète contre les intempéries pour environ 50 $ le pied carré, incluant le transport et l'assemblage.
Une construction traditionnelle, dans les mêmes régions, en supposant même que des entrepreneurs soient disponibles, coûte entre 150 et 300 dollars le pied carré et nécessite des mois de travaux au lieu de quelques jours. Pour les organisations humanitaires fonctionnant grâce aux dons ou pour les forces armées gérant des budgets de plusieurs milliards de dollars, cette différence de coût est capitale. L'équation qui avait guidé la création des Quonset Huts en 1942 demeure inchangée: comment abriter le plus grand nombre de personnes pour le moindre coût dans le temps le plus court possible. Car les lois de l'économie de la rareté, elles n'ont pas changé. Peut-être la validation ultime de ce concept vient-elle de l'exploration spatiale. La NASA et les entreprises privées travaillant sur des habitats martiens en reviennent toujours aux solutions inspirées des Quonset Huts. Les abris proposés pour Mars adoptent des profils arqués afin de résister aux violentes tempêtes de poussière, des composants préfabriqués expédiés à bord des vaisseaux et des structures autoportantes, ne nécessitant ni fondations profondes, ni matériaux locaux abondants. Sur le régolithe martien, les contraintes de la construction interplanétaire. Environnement extrême, outils limités, main-d'œuvre non spécialisée. Nécessité de solidité maximale avec un minimum de matériaux reproduisent presque à l'identique les défis rencontrés dans le théâtre du Pacifique en 1942. Ainsi, les ingénieurs redécouvrent indépendamment les mêmes solutions. Et lorsque l'humanité bâtira enfin des abris permanents sur une autre planète, il y a fort à parier que ces structures devront une part de leur conception à 30 ingénieurs travaillant dans un entrepôt du Rhode Island pendant les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, résolvant un problème impossible avec de l'acier ondulé et une simplicité géniale.